Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre. Les titres du journal, les mesures coercitives annoncées à l'encontre de Thomas Boni-Yahi. C'est ce qu'on retient du point de presse du procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou qui s'est prononcé ce mardi sur la situation sécuritaire de l'ancien chef d'État. Les candidats au baccalauréat 2019 composent demain mercredi 19 juillet 2019 dans cette édition le point des derniers préparatifs. Et puis tension au Moyen-Orient, Moscou s'inquiète et appelle à la retenue les États-Unis et l'Iran. Voilà pour le sommet. Et dernière info, bienvenue à toutes et à tous. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou a donné un point de presse ce mardi 18 juin 2019 sur la situation sécuritaire de l'ancien président Boni-Yahi. Mario Metonou a précisé que des éléments en possession de la justice permettent de prouver l'implication de l'ex-chef d'État dans les violences à Cotonou-Kadiaou au sujet de sa supposée arrestation. Face à cette situation, le procureur dans son point de presse a annoncé des mesures coercitives à l'encontre de Boni-Yahi. Les avocats de l'ancien président, quant à eux, dénoncent une machination politique. Eux aussi se sont prononcés face à la presse. Nous aurons tous les détails dans nos éditions prochaines. Le baccalauréat session de juin 2019 démarre ce mercredi 19 juin 2019 sur toute l'étendue du territoire national. À la veille du lancement officiel des épreuves, les préparatifs sont faits prêts. C'est du moins le constat est fait dans quelques centres de composition de Cotonou et à Abomey-Calavi. Samson Oké, Fiacre Voiton pour le compte rendu. Du démarrage des épreuves écrites, tout est fin prêt pour le bon déroulement de cet examen. C'est du moins le constat fait dans quelques centres de composition parcourus dans les villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi ce mardi 17 juin 2019. Tout est fait. Vendredi dernier, nous avons rencontré les candidats et on les a rassurés, on leur a donné les derniers conseils et parce qu'ils ont fini avec les rattrapages, les révisions, etc. au plan officiel. Et nous leur avons distribué leur convocation à tous. Chacun d'eux a eu sa convocation. Nous sommes prêts pour accueillir les candidats, d'autant plus que les salles ont été bien préparés. Les convocations ont été envoyées à temps et tout est fin prêt. Et nous n'attendons que les candidats. Le baccalauréat, premier diplôme universitaire, occasionne chez la plupart des candidats peur et stress. D'où la nécessité de leur prodiguer quelques conseils et de leur rappeler des dispositions pratiques à prendre. Les conseils que j'ai à prodiguer à l'endroit de nos enfants candidats sont qu'ils se réveillent tôt et qu'ils contrôlent leur convocation, leur carte d'identité et qu'ils prennent les dispositions par rapport au temps. Le premier conseil, c'est de leur dire de ne pas étudier jusqu'à la dernière minute. Parce que quand on étudie jusqu'à la dernière minute, après on s'embrouille, on met les pédales, on mélange les pédales. Donc il ne faut pas étudier jusqu'à la dernière minute. 142 centres de composition accueillent les candidats sur toute l'étendue du territoire national. Le lancement officiel va se dérouler dans la commune d'Apro-Missirité en présence des autorités ministérielles et locales. Et parlons à présent des épreuves sportives orales du BEPC 2019 qui ont été lancées lundi dans le département du Mono, comme ailleurs également sur le territoire national. 6 centres de composition accueillent les admissibles dans ce département. Dans ce reportage à suivre de Jonas Bocci, nous allons vous faire revivre l'ambiance de cette dernière étape du BEPC 2019 à Lokusa. Au terme des épreuves écrites du BEPC 2019 dans le département du Mono, ils sont 4 328 admissibles, dont une malvoyante et une autre candidate qui a rattrapé le rang après la session des malades. Moins stressante que la phase écrite, c'est dans une ambiance très décontractée que les épreuves orales ont démarré ce lundi matin dans 6 centres de composition dans le département du Mono. Ces épreuves sont prévues pour durer 2 jours. Et déjà depuis ce matin à 7 heures, les examinateurs sont déjà dans les centres et les activités ont démarré effectivement. La plus redoutée des épreuves à l'oral est celle de l'éducation physique et sportive. Mais à la découverte des épreuves ce lundi matin, on dirait que les admissibles ont moins de soucis cette année. Nous avons les activités
de grimper, de lancer du poids et de la vitesse. La vitesse se fera sur 60 mètres et c'est en fonction du temps qu'il y aura la différence entre les filles et les garçons. Le lancer de poids, les garçons lanceront 4 kg et les filles 3 kg. Et au grimper, la corde étant de 5 mètres, les filles feront 5 mètres et les garçons feront 2 fois 5 mètres. Compte tenu de l'effectif des candidats devant passer les épreuves sportives, les examinateurs se sont vite mis au travail ce lundi matin à Lokossa. On était déjà là à 6h30 et à 7h, on a fait l'appel des examinateurs. On leur a expliqué les tâches qu'ils ont à accomplir ce matin. Après avoir pris connaissance de l'épreuve, nous sommes allés mettre en place les ateliers de travail. Et nous sommes actuellement à l'étape de simulation. L'oral du BPC, c'est aussi et surtout des épreuves littéraires telles que l'anglais, l'espagnol et l'allemand. She went with me when we were dancing. Sag nu, dan kocht kaufe und macht Frau Zug. No seas carroza abuelo. Le candidat doit pouvoir se présenter et après ça, il procède au tirage au sort et compte tenu du test qu'ils ont choisi, ils se retirent, ils vont étudier ça, ils reviennent à l'examinateur et l'examinateur leur pose des questions à propos pour voir à quel point ils ont exploré le test. Les autorités et les examinateurs rassurent les candidats et leurs parents quant au bon déroulement des orales. Ces examinateurs qui sont choisis pour se faire ce travail, ce sont des habitués. Ils savent déjà comment ça se passe et je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Hier déjà, nous avons rencontré tous les présidents de jury et les instructions ont été données pour que le travail se fasse comme cela se doit. Les apprenants qui sont arrivés dans ce centre, ils savent qu'ils veulent conclure les activités commencées au moment des épreuves écrites, qu'ils veulent bien conclure cela pour que le succès soit garanti. Ces épreuves orales du BPC 2019 prennent fin ce mardi et le mercredi déjà démarre l'examen du baccalauréat session de juin 2019 au Bénin. Négligence dans la construction des immeubles, le constat est récurrent de nos jours. Sans autorisation de permis de construire, sans études techniques, nombreux sont ces particuliers ou entreprises qui démarrent les travaux sans respecter les normes. Après un récurrent effondrement à Dekmoubé, c'est Sédomé, un autre quartier de Godomé, qui a enregistré un nouveau cas d'effondrement. Laurent Rolantoniquès, Denis Marouya ont fait le constat. Voici ce qui reste de cet immeuble en construction ici au quartier Sédomé dans l'arrondissement de Godomé. Un bâtiment dont les travaux démarrés il y a quelques 3 ou 4 mois n'ont pu aller à terme et pour cause, cet effondrement survenu il y a environ un mois. Des travaux démarrés sans permis de construire ou études techniques, croient savoir certains riverains. Pas de permis de construire, donc sans études techniques, ils ont démarré les constructions devant nous. Nous, étant membres de la commission de recasement, une partie, une frange, on s'est étonné. Et voici aujourd'hui ce que Dieu nous a montré. Ces restaurants, un grand restaurant, ils ont mis là, ils veulent mettre là. Supposons que le restaurant était installé et que nos cohabitants, les enfants de Sédomé, étaient sous le ré, là, qu'est-ce qui allait se passer? Drame. Et on allait accuser qui? Le diable. Non, ne cherchons pas et n'allons pas tirer la queue du diable nous-mêmes. Marcel Bada affirme avoir fait des démarches pour alerter les autorités communales, mais en vain. Le président de la commission des infrastructures et travaux publics et le directeur des services techniques de la mairie d'Abomey-Cravy, joints au téléphone par nos soins, n'ont pas souhaité répondre à nos sollicitations. Ce faisant, la question de savoir si le promoteur du bâtiment dispose d'un permis de construire reste une énigme sur laquelle nous continuons nos enquêtes. Le chef quartier Sédomé, quant à lui, a accepté de nous livrer sa version des faits. En train de creuser la fondation. Quand je me suis présenté sur les lieux, j'ai demandé à rencontrer l'entrepreneur. Je veux l'entrepreneur parce que d'abord vis-à-vis de vu ce qu'ils sont en train de creuser, non seulement la profondeur,
comment ils sont en train de préparer le béton, le ferraille. Les ferrailles qu'ils sont en train d'utiliser là ne sont pas de normes. Les ferrailles de normes. J'ai interpellé les travailleurs qui sont, les maçons qui sont là, que si le patron entrepreneur est là, il a demandé à se présenter dans mon bureau pour des questions. Parce que je dois contrôler le plan, c'est-à-dire s'ils ont leur OK devant la DST. À un moment, j'ai stoppé les travaux que je veux sincèrement rencontrer l'entrepreneur. Mais tous mes efforts furent vains. Voilà des situations qui interpellent autorités locales, communales et promoteurs immobiliers qui mettent en relief la problématique du respect des normes architecturales et des études techniques, notamment l'étude du sol indispensable dans les travaux de construction pour éviter d'exposer les populations au drame. Et puis, proclamation des résultats ce lundi 17 juin par la CERAC. Il s'agit bien sûr des résultats provisoires issus des urnes le samedi 15 juin dernier. Hamon Oussou, Cécilia Oumenou et Franck Potimen sont en tête en attendant les résultats définitifs. Les 3 représentants qui devront siéger pour la 6e mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication sont donc connus suivants. Gaspard Adiamonsi, président de la commission électorale autonome, Raquer pour les précisions. Au plan national donc, au niveau de la presse écrite, nombre d'inscrits 444, nombre de votants 424, Franck Potimen 196, Guy Constant Eoumi 23, Brice Ogoubi 29, Basile Tibozo 175, soit 46% des suffrages exprimés pour Franck Potimen, 5% pour Guy Constant Eoumi, 7% pour Brice Ogoubi et 41% pour Basile Tibozo. Pour la catégorie audiovisuelle au plan national, nombre d'inscrits 713, nombre de votants 663, Martine de Souza-Tillon 115, Hilaire Nda 80, Armand Oussou 458, soit en pourcentage 17% pour Martine de Souza-Tillon, 12% pour Hilaire Nda et 69% pour le candidat Armand Oussou. Catégorie des techniciens des télécommunications. Nombre d'inscrits 307. Nombre de votants 306. Cécile Aoumenou 156. Sophie Attalé 29. Honoré Atoun 29. Gervais Zossou 79. Bernard Bonou 12, soit en pourcentage. Cécile Aoumenou 51%. Sophie Attalé 9%. Honoré Atoun 9%. Gervais Zossou 26% et enfin Bernard Bonou 4%. Après ces résultats et en entendant bien sûr la formation complète de ce bureau de la Haute Autorité de la communication, à savoir la désignation des 3 représentants du chef de l'État et également des 3 représentants de l'Assemblée nationale, les professionnels des médias, après donc le scrutin, après la désignation des 3 représentants issus des médias, se sont prononcés. C'est un sentiment de fierté. Je crois, la presse pour aujourd'hui, il y a une grande révolution qui s'annonce avec l'équipe qu'on a vue là, que nous sommes en train de voir. Je crois que la presse a de beaux jours devant elle. Et j'ai un souhait, c'est que la nouvelle équipe, nos représentants qui puissent faire un travail remarquable parce que nous avons besoin de ça. Et il faut que les confrères, les représentants que nous envoyons puissent nous aider pour qu'il y ait la liberté de la presse vraiment qui nous accompagne. J'aimerais que la tête soit vraiment un professionnel parce qu'on en a souffert pendant 4 ans. Bon, on ne voyait presque pas cet acte-là sur le terrain, mais s'il s'agissait de réprimander, de corriger, à chaque fois elle sortait la tête. Donc je voudrais que la prochaine mandature d'abord accompagne les médias
et améliorer vraiment les conditions des hommes des médias, parce qu'on a eu des promesses de campagne, etc., etc., que ce ne soit pas des fichiers rangés dans les tiroirs. Donc arrivé là-bas, nous voudrions vraiment que nos confrères qui sont en train de partir ne ressortent pas par la petite porte. Je suis heureux, tout simplement, parce que les choses se sont très bien déroulées. Les élections se sont bien passées, on a fait les campagnes dans la paix, et puis la CEA vient de proclamer les résultats provisoires en attendant le résultat définitif. Et je pense que ce n'est pas la victoire d'un camp ou d'un autre, c'est la victoire de la presse. Je suis de la catégorie presse écrite, mais je ne m'adresserai pas seulement aux conseillers élus dans la catégorie presse écrite, je m'adresserai à toutes les formes de conseillers qui ont été élus. Il faudra que les professionnels des médias désormais puissent vivre de leur métier. Parce que jusqu'à ce jour où nous sommes en train de parler, ce n'est pas encore chose effective. Et donc, il va falloir qu'ils œuvrent d'une manière ou d'une autre pour que tous les professionnels des médias, quelques catégories, enfin toutes catégories confondues, j'allais dire, puissent vivre quand même de ce qu'ils font. Un fort du Bénin, le tableau attribué au Caravage est représentant Judith Décapitant. Olfen est représenté au public à Toulouse avant sa vente aux enchères le 27 juin dans la Ville Rose. Il avait été découvert il y a 5 ans dans un grenier toulousain gris bien sous les vieux matelas. Reportage. Il a été découvert il y a 5 ans dans un grenier toulousain gris de crasse sous de vieux matelas. Le tableau attribué au Caravage et représentant Judith Décapitant Oloferne est présenté au public depuis ce lundi à Toulouse, avant sa vente aux enchères le 27 juin dans la Ville Rose. La vente va démarrer à 30 millions, souligne le commissaire-priseur toulousain Marc Labarbe. Mais la toile pourrait atteindre entre 120 et 150 millions d'euros, soit la vente de l'année en France. J'ai voulu le vendre à Toulouse parce que l'histoire a commencé à Toulouse. Je voulais qu'elle se finisse ici, avec l'accord du vendeur bien sûr. Après le tableau est arrivé à Toulouse, et bien écoutez, on ne sait pas trop comment, si ce n'est que la version la plus aujourd'hui plausible, c'est qu'un ancêtre des vendeurs soit revenu des campagnes napoléoniennes espagnoles et qu'il soit revenu avec ce tableau à l'époque où toute l'Europe était sous domination espagnole. Vous pourrez regarder le plus joli repentir, ce qu'on appelle un repentir, c'est-à-dire justement un changement en cours d'élaboration. C'est le doigt de la main gauche de Oloferne qui en fait à l'origine était beaucoup plus long et le pouce en fait qui venait un petit peu plus en haut, et la lumière du torse que l'on voit est en fait l'ancien positionnement du pouce. L'huile de 144 sur 173 cm réalisée en 1607 a été découverte en 2014 dans le grenier d'une vieille famille toulousaine qui compte dans ses aïeux un officier de l'armée napoléonienne qui l'a peut-être rapporté d'une de ses campagnes. Lors du dégagement des combles, le propriétaire tombe sur le tableau représentant une scène biblique. C'est les couleurs, c'est la technique de peinture. On retrouve les tableaux qu'on voit à Saint-Louis des Français à Rome. Enfin, je sais pas, ça donne une émotion incroyable. L'histoire de l'art, souvent on se dit que tout a été vu, tout a été découvert. Et en fait, on se rend compte qu'il y a encore des trésors cachés et qu'on n'a pas fini justement d'étudier et d'avoir de nouveaux tableaux de maîtres, malgré la polémique. Attesté ou non, c'est quand même un très beau tableau avec une profondeur dans les couleurs, dans le traitement des visages, des mains. Enfin, c'est quelque chose de vraiment unique et je tenais vraiment à pouvoir venir le voir avant qu'il parte dans une collection. La découverte avait été qualifiée de très importante par le ministère français de la Culture. Mais la toile ne rejoindra pas les collections françaises. Après l'avoir classée trésor national, empêchant sa vente à l'étranger jusqu'en novembre 2018, l'État français a laissé s'écouler le délai au cours duquel il pouvait l'acquérir. On reste en France, une réforme profondément injuste, ce sont là les mots de Laurent Berger, le numéro 1 de la CST. Sur la grève, les syndicats donnent le ton et montent au créneau face à la réforme assurant le chômage. Édouard Philippe l'a présenté à Matillon ce matin. Les grandes lignes atteindront la barre des 250 000 chômeurs en moins, bien mieux les accompagner. Un durcissement des règles d'indemnisation au total. On prévoit d'économiser plus de 3 milliards d'euros. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. Il était accompagné de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Cette ambition, c'est d'arriver au plein emploi. Pas en une fois, pas en un jour,
mais progressivement au plein emploi. Il faut accompagner plus efficacement les chômeurs pour leur retour vers l'emploi. Conformément à la promesse du président de la République, nous allons donc instaurer un régime de bonus-malus pour favoriser l'embauche sur des emplois de plus longue durée. Le deuxième objectif de notre réforme consiste à modifier les règles d'indemnisation pour que, je l'ai dit, le travail paye toujours mieux que le non-travail. Nous allons par ailleurs revoir les règles d'accès à l'assurance chômage en rehaussant la durée nécessaire à l'ouverture des droits. Nous allons adapter les règles d'indemnisation pour prendre en compte la capacité des personnes les plus qualifiées à retrouver un emploi. Les personnes qualifiées ayant les plus hauts revenus bénéficient, vous le savez, du plus faible taux de chômage. Mais nous avons décidé d'instaurer une forme de dégressivité simple avec un seul palier à 6 mois qui ne concernera que les revenus les plus élevés, de l'ordre des 10% des revenus les plus élevés. Et ce mécanisme ne touchera pas les seniors qui ont plus de difficultés à retrouver un emploi, nous le savons. Les effectifs de Pôle emploi ne seront pas réduits, alors que le chômage baisse, alors que la numérisation permet de nombreux gains de productivité et d'efficacité. Je le dis clairement, nous avons décidé, avec Madame la Ministre, de consacrer tous ces gains non pas à des économies sur Pôle emploi, mais à un renforcement de l'accompagnement. Les moyens de Pôle emploi seront stabilisés sur les 3 ans à venir et bénéficieront même, dans les conditions qu'elle décrira, de renforts. Avec cette réforme, nous visons une baisse du nombre de chômeurs de 150 000 à 250 000 sur les 3 ans à venir. Loin d'une approche comptable ou budgétaire, loin d'une logique de rabot, cette transformation de l'assurance chômage devrait nous... En Chine, les pompiers sortent les personnes piégées dessous les décombres après qu'un puissant séisme de magnitude 6 a frappé la province chinoise du Sichuan, sud-ouest, faisant au moins 12 morts et 134 blessés. Un puissant séisme de magnitude 6 a frappé lundi la province chinoise du Sichuan dans le sud-ouest, faisant au moins 12 morts et 134 blessés, selon un nouveau bilan annoncé mardi par des responsables locaux et des médias d'État. Plus de 4000 personnes ont été relogées à la suite du tremblement de terre qui a détruit ou endommagé plus de 10 000 pièces d'habitation dans la vaste commune de Yibin. Les tremblements de terre ont aussi endommagé des maisons, des routes et les services d'électricité et de communication. La ville et les comtés ont rapidement alloué toutes sortes de fournitures de secours provenant de leurs dépôts de matériel de secours pour la saison aux villages et villes affectés. Dans un premier temps, 450 tentes, 5300 couvertures et 1500 lits pliants ont été envoyés dans les zones touchées. Les secours ont afflué dans les zones touchées près de l'épicentre situé à l'extérieur de zones urbaines de Yibin. Toutes les victimes ont été recensées dans les districts de Chongqing et Gongxiang qui dépendent de la commune selon des responsables cités par l'agence d'État. Au total, plus de 100 000 personnes sont affectées par le séisme, selon les autorités. Le tremblement de terre s'est produit lundi à 22h55 heure locale, 14h55 GMT, à une profondeur de 16 km, selon le Centre chinois des séismes. Après les tremblements de terre, la ville et les comtés ont rapidement envoyé 15 véhicules et 61 médecins spécialistes avec des équipements de premiers secours dans les zones touchées par le séisme afin de soigner les blessés. Tous les centres de santé des villages et des villes des épicentres ont dispensé des soins médicaux aux blessés après que la sécurité de leur bâtiment a été préalablement contrôlée. Plus de 300 pompiers ont été déployés sur place et du personnel de secours a été dépêché avec 5000 tentes et d'autres équipements de secours. Le Sichuan est régulièrement frappé par des séismes. En 2008, un tremblement de terre de magnitude 7,9 avait fait 87 000 morts et disparu. On en vient maintenant à cette tension au Moyen-Orient. Moscou s'inquiète et appelle à la retenue des États-Unis et l'Iran. Téhéran menace de dépasser ses stocks d'uranium autorisés par l'accord de 2015 après l'annonce de nouveaux renforts militaires américains dans la région. Écoutons le président iranien. Alors que nous sommes aujourd'hui engagés dans un duel avec les États-Unis, il n'y a personne dans le monde qui ne loue l'Iran. L'Iran est resté fidèle à sa signature. L'Iran est resté fidèle aux accords internationaux
Et celui qui se dresse contre nous aujourd'hui est celui-là même qui a foulé aux pieds tous les pactes, traités et accords internationaux. C'est tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.